Le 4 quarts politique de la semaine, le magazine hebdomadaire qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants cette semaine, Michael Darmon, journaliste politique, Jean-François Kahn, fondateur de Marianne, Annick Stetta, la revue des Deux Mondes, et Jean Birnbaum, qu'on retrouvera tout à l'heure, directeur du Monde des Livres. Nous parlerons d'Emmanuel Macron, de sa future campagne, de sa stratégie, de sa nouvelle équipe. Nous parlerons des effets politiques de la crise sanitaire. Nous évoquerons dans une seconde partie donc la sortie du livre de Michel Houellebecq, Anéantir. Et nous terminerons, comme c'est de tradition dans cette émission, par vos coups de cœur ou vos coups de gueule. Macron 2, pourquoi faire ? C'est la couverture du magazine Le Point avec un dossier sur ce qu'il a en tête, sa nouvelle équipe, sa nouvelle stratégie. Je vais commencer par vous, Michael Darmon, qui venait de publier un livre sur Macron. C'est un réaménagement total à 3 mois maintenant des élections ? Non, c'est une volonté de continuer et de mettre en œuvre, au fond, ce qui n'a pas pu être mis en œuvre à cause des crises successives durant tout le mandat, pas seulement la pandémie, mais il faut en venir à celle précédente, c'est-à-dire la crise autour de la réforme des retraites, puis celle encore, si on revient encore en arrière, celle des Gilets jaunes, et puis celle qui a démarré le quinquennat, c'est-à-dire la crise de confiance et de gouvernance avec l'affaire Benalla. Donc en fait, à aucun moment, depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron n'a pu mettre en œuvre son projet de transformation. Il a sans arrêt été en défensive, en réaction, des ministres importants qui démissionnent, Hulot, Collomb, des crises successives. Bref, il doit aujourd'hui finalement, ou en tout cas il va prétendre revenir à ce projet qui est de dire je vais transformer la France, alors que jusqu'à présent, étant donné la crise sanitaire, il ne peut que la préserver. Est-ce qu'il a déjà distribué les rôles et est-ce qu'on en sait plus sur ce que seront les thèmes dominants de sa campagne ? Le projet France 2030, c'est le programme qu'il a été présenté durant l'automne. Donc c'est une manière aussi d'enjamber la campagne et de dire de toute façon l'élection de 2022 va être une sorte de formalité démocratique et puis après on reprend une activité normale, c'est-à-dire on transforme, on réforme, on change, on se projette. Donc le projet 2030 c'est le programme. Après il peut pas être sans arrêt dans la défense de son bilan, donc il devra être sur effectivement un projet. Et quant aux équipes, elles sont prêtes depuis longtemps. Au fond, ce qu'on voit bien et ce qu'on a encore plus compris cette semaine, c'est que le porte-parole, le directeur de campagne, le responsable de la mise en scène, tout cela, c'est une personne, c'est Emmanuel Macron. La sortie d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés, c'était volontaire cette semaine. Est-ce que c'est un désir classique finalement en début de campagne de durcir le discours pour mobiliser ses troupes ? Ah oui, c'est une volonté très nette d'Emmanuel Macron de reprendre la main. L'année n'a pas très bien démarré. La polémique sur le drapeau sous l'Arc de Triomphe, le coup, je dirais, du rideau qu'ont subi ces députés un peu amateurs par l'opposition à l'Assemblée. Donc il devait absolument, cette fois-ci, à la fois reprendre la main, envoyer un message pour tenter de cornériser l'extrême droite et l'amener à soutenir des anti-vaccinés, vitrifier l'électorat de la droite raisonnable qui est chez lui pour dire voilà, c'est pas la peine d'aller chez Pécresse parce que moi je m'en occupe, et envoyer un message à ses troupes en disant je serai candidat sur mon nom, sur mes thèmes, sur mon style. C'est pas Richard Ferrand qu'on va réélire, ni Castaner, c'est Macron. Jean-François Kahn, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous partagez, quel est votre sentiment finalement sur cette sortie inattendue d'Emmanuel Macron qui veut emmerder les anti-vax ? Bon, ça en dit plus sur les médias et l'hystérisation des médias que sur Macron. Ce qui est dingue, ce qui restera comme une folie et significative de l'espèce de dinguerie dans laquelle on vit, on est tombé, c'est le type de réaction qu'a provoqué cette phrase
au fond assez anodine, je pense, de cette partie de la phrase, parce qu'il y en a une autre qui est plus contestable. Ce qui est extraordinaire quand même, mais enfin, c'est extraordinaire, c'est que vous avez, surtout à droite, sans arrêt, ils vous disent, il y en a marre du politiquement correct, il y en a marre du déni, il y en a marre de pas dire les choses, il y en a marre des langues de bois, il y a un mec, et en plus, ils arrêtaient pas de dire, quand Pompidou a dit, il faut pas emmerder les Français, il avait raison, faut dire des choses comme ça, ne pas emmerder. Et tout ça, quand il vous dit emmerder, c'est vulgaire, c'est une honte de dire ça. Et il vous dit, comment, cette phrase, c'est horrible, c'est terrible, c'est effroyable. Non mais où on est, où on vit où? C'est que le spectacle qu'a donné cette opposition-là, mais je n'aurais jamais imaginé vivre ça. C'est incroyable, incroyable. En plus, c'est vrai qu'ils emmerdent profondément. Alors, s'il y a quelque chose qui est vrai, c'est bien le fait que 8 ou 9% non vaccinés, il suffit de voir dans les hôpitaux qui ont combre, etc., ils emmerdent les Français. En revanche, il y a une deuxième partie de son intervention qui est très contestable, que moi je conteste tout à fait, enfin, on peut ne pas la contester, c'est de dire que les irresponsables ne sont pas des citoyens. Si un irresponsable est un citoyen, on peut être irresponsable et citoyen. Quand des Français en 40 se sont opposés à l'armistice, c'était considéré comme totalement irresponsable, mais d'abord ils avaient raison, et ils étaient citoyens. Les Américains qui continuent à soutenir Trump, ils sont responsables, ils sont citoyens, et en plus ils sont peut-être majoritaires. Donc ça, cette petite phrase-là, en revanche, ça je la conteste profondément. Donc, d'accord pour dire j'emmerde les antivax, en revanche, il a été un peu trop loin. Ça n'a aucune importance, je suis pas d'accord. C'est que le problème, qui est très grave, c'est les réactions. C'est qu'est-ce que ça a dit sur la violence, l'hystérie inouïe. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là de ces réactions dans quoi ils sont tombés? Tout le monde devrait réagir, tout le monde devrait monter au front, disons arrêtez, avec cette violence, cette polémique, c'est ça. C'est pas la phrase de Macron, au moins cet aspect-là de la phrase qui pose problème. Le résultat, c'est que alors que incontestablement Pécresse avait des chances, elle pouvait avoir des chances, la droite pouvait avoir des chances, c'était pas joué. S'ils continuent comme ça, ils n'en ont plus aucune. Annick Stetta, la revue des Deux Mondes. Vous étiez venu ici même, enfin dans une autre émission à Pont-Neuf pour parler d'un numéro de la revue des Deux Mondes qui s'appelait « Un Hitler est-il possible en Europe ?» C'était un article très intéressant. Cette fois, vous venez au 4 quarts et on va parler avec vous parce que vous êtes spécialiste d'économie sur la gestion aussi de la crise sanitaire, mais sur cette sortie d'Emmanuel Macron. Alors, je serais bien incapable de vous dire si elle est ou non calculée. Sur la question de la politique sanitaire et du discours sur on va emmerder ceux qui ne sont pas vaccinés, on voit bien que la politique consiste à rendre la vie très très compliquée pour les Français qui refusent de se faire vacciner. Mais j'aurais tendance à dire qu'une solution finalement assez simple et qui aurait le mérite de l'honnêteté intellectuelle serait de dire on rend la vaccination obligatoire, sauf problème médical ou conviction religieuse, mais alors ça se pratique dans certains pays ou dans certaines organisations. Dans ces cas-là, il y a des obligations de tests qui sont extrêmement régulières. Donc, on aurait pu en sortir comme ça. J'avoue que je n'aime pas beaucoup cette façon de pratiquer de la politique qui consiste à resserrer la nasse et à dire si vous voulez pas entrer, on va vous taper dessus jusqu'à ce que vous passiez. Voilà. Sur maintenant le vocabulaire employé par Emmanuel Macron et employé par les différents membres de l'opposition qui, comme le dit Jean-François Kahn, ont réagi de façon assez hystérique. Je trouve que malheureusement, ils sont en train de se décrédibiliser collectivement et que par ailleurs, un président de la République, ça ne parle pas comme ça. De la même façon que Nicolas Sarkozy utilisait un vocabulaire et des expressions qui, in fine, lui ont porté préjudice. Mais à la limite, c'est même pas ça qui m'intéresse. Alors, vous pensez au Karcher. Je pense au Karcher. Alors, justement, le Karcher repris cette semaine par Valérie
Pécresse, qu'elle veut ressortir de la cave. Ça procède du même principe de démarrer la campagne en se radicalisant et en étant sur une ligne dure. Non, c'est la politique. Regardez, d'abord, il y a deux choses qui se passent en faisant cela de sa part. Un, d'abord, elle réussit à décornériser et à sortir du sujet imposé par Macron, qui est de commenter ses propos, puisqu'il finalement, hier, elle a passé une journée sans parler de Covid et de crise sanitaire, mais elle a parlé de sécurité. Dans une région de France où c'est important, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'elle était à côté, accompagnée évidemment d'Éric Ciotti, qui s'occupe de l'autorité et de toutes les questions de sécurité dans sa campagne. Et puis, bien sûr, pour aujourd'hui, structurer l'électorat de droite. Vous savez, une campagne, c'est une séquence une suite de biorhythmes. Là, l'électorat de la droite doit continuer à être rassuré, de voir, que cette droite est unie derrière sa candidate, c'est quand même assez rare pour être souligné, de voir qu'effectivement, elle continue à porter ses valeurs et ses idées. Donc, première étape, et je pense que ça va durer jusqu'à la fin du mois de janvier, il y a la structuration de l'électorat de droite. Ça passe bien évidemment par aller pour parler des questions de sécurité et envoyer un gros clin d'œil à Nicolas Sarkozy avec ce Karcher, en accusant d'ailleurs Hollande et Macron de l'avoir mise à la cave, ce qui est faux. C'est Nicolas Sarkozy lui-même qui l'a remisé. Donc de ce point de vue-là, en prétendant faire le ménage, elle ménage en même temps Sarkozy, parce qu'il ne faut pas toucher à la statut de commandeur, mais elle envoie aussi un signal subliminal en disant « ce qui n'a pas été fait par la droite, je vais le faire ». Et de ce point de vue-là, c'est aussi un message que doivent ou peuvent entendre les électeurs de la droite. Jean-François Kahn, sur le Karcher et la cave. Non, je crois que c'est... Compte tenu qu'il y avait eu un consensus, alors il vaut ce qu'il vaut le consensus, pour critiquer l'emploi du mot Karcher, et puis en effet à dire on le dit mais on le fait pas, enfin, mais que c'était absurde, c'est ressortir de la cave le mot Karcher, c'est pas forcément une très bonne idée. Non, mais surtout, je suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite, parce que là, quand je disais que Pécresse avait des chances, c'est qu'en fait, elle avait des cartes en main qui étaient quoi ? Que dans la mesure où il y a une image, elle avait une image, il suffit de relire les réactions, par exemple, des lecteurs du Figaro, des internautes du lecteur du Figaro il y a encore un an, et leur déchaînement contre Pécresse, qui était considérée quasiment comme une traîtresse, une femme de gauche déguisée, complice de Macron. C'était terrible la violence avec laquelle... Bon, elle avait cette image, en effet, d'une droite ouverte, humaniste, tolérante, etc. Ce qui pouvait lui permettre de jouer, et c'est pour ça qu'elle représentait un vrai danger pour Macron, d'un côté, séduire une partie de la droite qui vote Macron et qui a voté Macron, la reprendre, et de l'autre, parce que la gauche est orpheline, n'a plus de candidat, n'a plus aucune chance, la faire voter dès le premier tour pour elle, en disant elle est pas quand même, elle est pas dangereuse, elle est pas si mal, et puis c'est une façon d'éviter Macron. Bon, c'était vraiment sa farce, sa force. Bon, elle est en train de ruiner ça. D'ailleurs, le sondage le montre. D'ailleurs, très nettement, elle est en train de ruiner ça. C'est que je comprends pas. Alors pourquoi elle est en train de ruiner ça ? Je crois pas que c'est pour séduire forcément l'extrême droite, parce que par exemple l'électorat de Marine Le Pen, qui vient souvent de familles communistes, est anti-libéral. Et quand on lui dit on va supprimer 200 000 fonctionnaires, on va faire 75 000 milliards d'économies, ils sont pas forcément favorables. Donc je suis pas sûr que ça marche pour les séduire. Non, c'est exactement le même phénomène que les écolos, que Jadot, qui est en train de se faire plomber par c'est pas la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau, par Rousseau. Donc en fait, Ciotti, c'est le Rousseau de Pécresse. Et donc, à cause de ce poids de la droite dure chez elle, et le poids de la presse de droite, moi je crois que on passe à côté d'un problème fondamental si on ne voit pas que la radicalisation d'une certaine presse de gauche, médias de gauche, a complètement a contribué à cette dégringolade de la gauche.
cette façon d'accepter le wokisme, le décolonialisme, etc., a fait un mal terrible. Et une des responsabilités pour laquelle la gauche est dans cet état est la radicalisation d'une grande partie. Alors je parle même pas de news, c'est news. Mais la radicalisation d'une partie de la presse de droite et la pression fait un mal terrible à la droite. Et donc sous ces doubles pressions, il y a en effet cette droitisation de Pécresse, mais qui en effet, compte tenu de ses chances, est une erreur stratégique pour moi terrible. Alors je change de sujet avec vous, Alix Teta, parce que vous avez consacré 2 articles dans la revue des Deux Mondes à la sortie économique de la pandémie. Vous êtes spécialiste en économie et vous êtes chercheur dans un institut européen, et aussi à la gestion sanitaire et à l'absence de conscience scientifique. Vous pensez vraiment qu'un des aspects de la crise, c'est le peu de formation scientifique de nos dirigeants politiques ? De nos dirigeants politiques et des élites administratives françaises. Je m'explique. Au tout début de la pandémie, Emmanuel Macron a fait un discours télévisé pour dire « nous sommes en guerre », en martelant cette thématique belliqueuse. Au même moment, Angela Merkel, elle, intervenait dans les médias allemands et expliquait ce que c'était que ce virus, comment il se transmettait, et expliquait notamment ce que c'était que le fameux taux de reproduction du virus, qui est un élément central. Et donc, en fait, Angela Merkel est allée expliquer aux Allemands ce que c'est qu'une fonction exponentielle. C'est une physicienne, elle sait de quoi elle parle, et elle n'a pas peur de se mettre en scène de façon pédagogique. Alors qu'en France, depuis un certain nombre d'années, c'est devenu l'insulte suprême. Prof, expert, savant, ça vous décrédibilise dans une certaine forme de discours public. Alors pour en revenir au centre de mon propos dans cet article, on sait bien qu'en France, ça a un peu changé avec La République En Marche, mais ça reste quand même assez prégnant. Il y a une espèce de tronc commun de formation des politiques et de l'élite administrative qui est en gros Sciences Po ou ISO Sciences Po. Et Sciences Po, c'est très très bien, mais ça ne donne qu'une certaine partie des clés nécessaires pour comprendre le monde actuel qui devient de plus en plus complexe et qui nécessite un bagage intellectuel, pas nécessairement scientifique au sens des sciences dures, mais une formation disciplinaire. Or ça, les formations disciplinaires sérieuses, ça s'acquiert pas à Sciences Po, ça s'acquiert pas à l'ENA. Donc on se retrouve dans la situation où on a des gens, j'en fais partie, je suis passée par Sciences Po, donc je me critique moi-même, qui savent extrêmement bien présenter un argumentaire, qui sont bons en droit, qui ont une vision administrative solide et assez sophistiquée. Il y a un partage des tâches. Eh ben non, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'il faut pouvoir comprendre le discours scientifique. Pour prendre une décision. Eh oui. Vous êtes d'accord avec ça, Michael Darmon, Jean-François Kahn ? On entend beaucoup depuis maintenant 2 ans et demi, des gens qui décrètent compétence, incompétence, convenant, pas convenant. Déjà, pour pouvoir déceler l'incompétence, il faut être compétent. Or, ce que cette crise nous a quand même bien montré, c'est à quel point on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on a été plongé dans la méthodologie scientifique qui est celle du doute et qui est absolument antagoniste avec la méthodologie politique, surtout la méthodologie monarchique française, qui est de dire nous devons présenter des certitudes. C'est la raison pour laquelle on a eu un président de la République qui, ne sachant absolument pas ce qui se passait à côté de lui, c'est-à-dire dans l'État, dans la machine d'État, qui était totalement perdu au début de la pandémie, qui faisait absolument n'importe quoi, qui était en plein désarroi, qui est allé dire nous sommes en guerre parce que c'était la seule manière de pouvoir créer cet effet drapeau autour de l'exécutif et d'un gouvernement. Mais en réalité, encore quand on est en guerre, encore faut-il avoir des munitions, une stratégie, une armée, puis la mener. Ce qui n'a pas du tout été le cas dans la machine de l'État au début de cette pandémie, avec des décisions qui ont été totalement prises en dépit du bon sens. Ça a mis du temps ensuite à se recadrer. On a assisté à la bagarre entre la médecine de droite et la médecine de gauche. On a assisté à l'incapacité de Bercy de pouvoir régler des appels d'offres pendant que les pays étrangers, notamment Israël, prenaient en payant sur le tarmac cash les caisses de masques. Donc de ce point de vue-là, on a été en guerre, mais on n'a pas été trop capable de la mener au début, et parce que la méthodologie scientifique que vous évoquez n'est pas présente dans les mentalités politiques.
Jean-François Kahn, sur la gestion de la crise sanitaire, et aussi, parce que vous en parlez, Annick Stetta, la sortie économique de la pandémie. On va parler tout à l'heure de Bruno Le Maire à propos du livre de Houellebecq, mais est-ce que la crise économique dont on pensait qu'elle allait sortir, est-ce qu'elle n'est pas devant nous ? Est-ce qu'elle ne va pas être durable, comme le dit Annick Stetta, Jean-François Kahn ? Alors, j'en sais rien, je vais pas prendre le risque de vous dire on va vers la catastrophe et voir une crise. Vous savez, j'espère qu'on le fera, mais je suis en même temps certain qu'on ne le fera pas. On devrait publier ce qui a été écrit par les politiques, par les philosophes, par les penseurs, par les journalistes, moins les journalistes d'ailleurs, qui ont été plutôt mieux, dans les 6 premiers mois de la pandémie. Franchement, si on le publiait, on serait effaré de ce qu'on a été écrit. Alors vous me direz, mais on peut se tromper. Mais pourquoi l'avoir écrit ? Je ne sais pas. Il y a la prudence intellectuelle d'un côté. Il y a aussi quelque chose, je vais dire un gros mot, je suis désolé, le patriotisme. L'esprit de responsabilité qui fait, on est devant un drame, on ne sait pas, on va pas se mettre en avant, on va pas tout à coup faire des déclarations intempestives. Voilà, moi je sais. Non, on y a été. C'est inouï ce qu'on a pu écrire, et en particulier dans les milieux intellectuels et politiques. Et j'espère qu'on le publiera. De toute façon, moi je le ferai, parce que j'ai tout noté, et s'il faut, je le ferai. Mais j'espère que d'autres le feront. Mais cela dit, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, cela étant. Et d'ailleurs, si le pouvoir, ou quelque pouvoir que ce soit, n'avait pas réuni un certain nombre de spécialistes, d'experts, qui d'ailleurs se sont contredits entre eux, on aurait dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pouvoir qui décide, qui ne tient pas compte des spécialistes, des experts, qui d'ailleurs se serait déchaîné dans les journaux en disant on nous écoute pas et tout. Et le fait qu'on écoute les experts et tout, fait que les gens disent que c'est que cette dictature des experts, donc on n'a plus de responsabilité, on n'a plus d'autorité, on se défausse sur des experts. Mais quoi qu'on ait fait, je le dis d'autant plus, quoi qu'on ait fait, il y aurait eu un déchaînement, que ça s'est passé dans tous les pays. Dans tous les pays, même l'Allemagne, puisque vous, madame, vous parliez d'Allemagne, il y a un déchaînement des journaux sur la façon dont a été géré. Alors, il se trouve que c'est les États qui gèrent. Et donc, c'est plutôt un déchaînement sur la responsabilité des États. Mais même en Israël, il y a eu un déchaînement sur la façon dont a été géré le Covid. Donc, évidemment, dans une crise comme ça, si on n'a pas la prudence de dire, attendez, j'attends à la fin, oui, on fera les comptes, même durement. Mais avant, le problème n'est pas de montrer que je suis intelligent, ne pas régler mes comptes politiques, ce n'est pas de me mettre en avant. Voilà. Non, malheureusement, c'est pas ce qu'on fait. Si, heureusement, il y en a beaucoup qui font ça. Mais dans la mesure où on n'est pas confronté à cette prudence, voilà, on a pu lire des folies. Sur la crise économique, c'est très net. Normalement, si ce que les gens n'ont pas ont suggéré, ça ils ont le droit, ou dire qu'il y a un risque, mais ont affirmé, aujourd'hui, on aura un chômage de masse comme jamais on a eu, et une faillite d'entreprise comme jamais on a eu. On n'a pas eu. Donc je ne vais pas prendre de risque maintenant de vous dire, même si il ne faut pas l'exclure, ce déversement d'argent peut provoquer des bulles spéculatives, et que ces bulles spéculatives peuvent provoquer une crise financière aussi importante, sinon plus que de 2008. Évidemment, on peut dire ça. Mais bon, je ne vais pas prendre le risque de vous dire ça, compte tenu de ce qu'on a dit il y a 1 an ou 2 ans. 30 secondes, malheureusement, parce qu'on attend donc Jean Birnbaum pour parler mais restez avec nous, hein. Mais vous avez 30 secondes pour réagir, Annick Stetta. Alors, je ne vais pas aborder la question de la possibilité d'une crise financière qui est réelle, mais je vais plutôt parler de ce qu'on appelle l'économie réelle. Et pour ça, on a des travaux de recherche récents qui portent sur les pandémies qui ont eu lieu au XXe siècle et qui montrent que les traces économiques d'une pandémie peuvent durer plusieurs dizaines d'années. Donc, si on se retrouve dans ce cas de figure-là, l'économie peut redémarrer, mais effacer complètement une crise, ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais vous dites dans votre article que l'Allemagne s'en sort beaucoup mieux que nous.
Alors, l'Allemagne... Vous maintenez ça ? Je maintiens parce que les fondamentaux économiques de l'Allemagne sont moins fragiles que les nôtres. Maintenant, Oui, ça, si on vrai. a une perturbation durable des échanges internationaux, ça peut se retourner parce que l'Allemagne est plus dépendante de ses exportations que nous des nôtres. Alors, restez avec nous. Dans un instant, on va parler du plus allemand de nos écrivains français. Et Michel Houellebecq, on va en parler avec Jean Birnbaum. On marque une pause et le 4 quarts politique revient dans un instant. Le 4 quarts politique de la semaine avec Michael Darmon, Jean-François Kahn, Alix Tetta et Jean Birnbaum. Jean Birnbaum, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler avec vous, donc vous êtes en Zoom, de la sortie du livre de Michel Houellebecq, auquel vous consacrez 3 pleines pages du monde des livres, dont une interview exclusive. On pensait que Michel Houellebecq avait décidé de ne faire aucune promotion. Manifestement, il a fait une exception pour vous. Oui, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais bon, peut-être parce qu'il considérait que c'était pas de la promotion, je ne sais pas en fait. C'est un mystère. Si vous voulez, c'est une longue histoire. Il n'y a pas eu toujours des très bonnes relations. Absolument. On avait cru comprendre qu'il y avait eu un refroidissement au moment d'une série sur Michel Houellebecq qui était parue dans Le Monde. Oh, même avant, au moment où il avait publié ce livre qui s'appelait Soumission, il y avait eu déjà on avait émis des critiques et des réserves à l'égard de ce livre, et donc je crois qu'il y avait eu des petites tensions. Et au fil des années, il y a eu des échanges, des correspondances qui s'est installées, des entrevues, etc. Et donc là, je pense que voilà, la situation était mûre pour que le Monde retrouve Houellebecq et que Houellebecq retrouve le Monde à une juste distance, mais à l'occasion d'un livre qui est un très beau livre. Alors, c'est une forme de réconciliation, si on a bien compris. Vous dites que c'est le plus bouleversant de ces livres. C'est rare d'entendre le mot bouleversant accolé à Michel Houellebecq. Alors, qu'est-ce qui a changé chez lui ? Bon, tout simplement, si vous voulez, qu'il creuse un sillon qui était déjà présent chez lui, mais qui était recouvert par son image, et puis une forme d'écriture aussi qui avait l'air désabusée, voire cynique parfois. Déjà dans le précédent livre Sérotonine, son précédent roman en tout cas, il avait la capacité, il avait eu la possibilité, quelque part la possibilité du bonheur était aménagée, c'est-à-dire qu'au milieu de la déréliction et d'un chemin vers la déchéance, eh bien il y avait des instants de bonheur et la perspective de quelque chose comme un amour qui était esquissé. Et là, dans ce nouveau livre, qui fait plus de 700 pages, comme vous savez, eh bien c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un personnage principal qui est lui aussi un peu complètement paumé, qui a plus tellement de raisons de vivre ou d'espérer. Et puis, page après page, Houellebecq installe au milieu comme ça de la déréliction et de quelque chose qui peut paraître très sombre, eh bien en fait des gestes humains, des gestes fugaces, des possibilités d'amour et de bonheur qui sont tout à fait bouleversants. Mais après, c'est comme toujours avec Houellebecq, si physiquement vous êtes hermétique à son écriture, à sa manière d'installer la littérature, la vie, etc., vous aimerez pas plus celui-ci que les autres. Mais en même temps, vous y trouverez autre chose, comme une espèce de possibilités nouvelles. Et pour ceux qui ont toujours aimé Houellebecq, ils retrouveront le Houellebecq qu'ils connaissent, mais là aussi avec autre chose, avec une intensité, une vibration presque mélancolique, nostalgique et enfantine qu'on lui connaissait peu. Alors, vous avez passé 5 heures avec lui, donc forcément, l'interview est très intéressante, mais aussi très surprenante. Il y a cette phrase qu'il dit devant vous: je pense que c'est avec les bons sentiments qu'on fait de la bonne littérature. Et vous dites ainsi anéantir nous baigne dans un flot d'humour et de compassion. Mais où est passé le cynisme? Où est passé le côté complètement désespéré, Schopenhauer de l'habituel Michel Houellebecq et des autres romans où il apparaît totalement différent?
Oui, alors je disais, c'était déjà le cas un peu différent dans Sérotonine, et puis là, finalement, quelque chose était en puissance. On a l'impression que quelque chose était en puissance dans son écriture, dans sa présence, et que là, il y donne davantage libre cours. La question du cynisme, la question du désenchantement, ces questions-là sont très présentes encore dans Anéantir. Le titre même, Anéantir, n'est pas spécialement optimiste ou souriant. Mais c'est vrai que cette conversation a été intéressante, notamment parce que je l'ai interrogé là-dessus et qu'il a été jusqu'à me dire qu'il y en avait ras-le-bol, quelque part, pour dire les choses frontalement, de voir qu'en France, il y avait une espèce de prime à la pseudo-transgression, de prime à l'admiration du mal. Je me souviens que Alain Finkielkraut, dans Le Juif imaginaire, avait un très beau passage là-dessus où il disait que en France, parfois, il suffisait d'être un salaud ou d'avoir l'air d'admirer l'abjection pour passer pour un bon écrivain. Et Houellebecq m'a dit un peu la même chose en disant voilà, aujourd'hui il suffit quelque part d'avoir l'air d'être une ordure ou d'être très très méchant ou d'être cynique ou d'être fasciné par le mal pour avoir la réputation d'être un très bon écrivain. Et dans cet entretien, il m'a même dit que beaucoup des auteurs collabos qui fascinent tout un tas de critiques littéraires et qui sont très présents dans la conscience française, comme des écrivains qui sont supposés avoir un grand rayonnement, une grande intensité d'écriture. Et moi, je me prononcerai pas là-dessus, mais en tout cas, pour lui, il est évident, en tout cas, que des gens comme Paul Morand, comme Chardonne, etc., sont des écrivains médiocres. Je dis pas que je partage cet avis, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de... C'était intéressant de le voir, lui, qui a cette réputation un peu célinienne, quelque part, eh bien, affirmer que, à ses yeux, la bonne littérature passait davantage par les bons sentiments, par ces sentiments de compassion. Vous citiez le mot, c'est un mot très important maintenant dans l'univers de Houellebecq. Tout le roman, finalement, qui commence par quelque chose qui relève du thriller politique, du roman d'espionnage, mais peu à peu, le roman bascule vers quelque chose qui est très différent et qui est une question toute simple, c'est est-ce que le héros de ce livre, Paul, il s'appelle Paul et qui travaille donc avec le ministre de l'économie à Bercy, est-ce que ce héros finalement va être capable de choses toutes simples, va être capable de gestes simplement humains, va être capable de rendre heureuse sa femme, va être capable de retrouver son père qui a eu un accident cérébral et qui est devenu mutique. C'est des questions qui ont l'air toutes connes, Houellebecq le dit, il dit ça a l'air très con de dire ça comme ça, mais à un moment donné, le vrai suspense, la vraie intensité narrative, la vraie force de frappe de ce livre, eh bien, se concentre sur des choses qui n'ont rien à voir avec le cynisme, avec la fascination du mal, et tout à voir avec la possibilité du bonheur. Il veut tout d'un coup faire rire, faire pleurer, il est ému de savoir que des gens ont prié pour lui, etc. Enfin bref, on nous a changé Michel Houellebecq. Il y a deux personnages dans Anéantir qui ressemblent beaucoup. Ensuite, je vais vous donner la parole autour de la table. Et avec Jean-François Kahn, Michael Darmon et Alix Teta, il y a deux personnages dans Anéantir qui ressemblent beaucoup à Emmanuel Macron et à Bruno Le Maire. Et il y en a un plus sympathique et moins cynique que l'autre, mais tous les deux vont s'affronter en 2027, parce que le livre se passe en 2027 et il saute par-dessus 2022. On ne sait pas du tout ce qui se passe en 2022, mais en 2027, il y a deux personnages qui s'affrontent, c'est Macron et Bruno Le Maire. C'est bien ça, Jean Birnbaum? Pas complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, il installe, on comprend que Macron a été réélu. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il fait une toute petite, c'est un roman d'anticipation, mais sur 5 ans. C'est effectivement, 2027, c'est demain. Donc, il s'est passé des choses, la scène politique a glissé, la société elle-même a glissé, mais c'est quasiment imperceptible. Et c'est très intéressant la façon dont il décrit cet imperceptible changement. Et donc, c'est effectivement, tout d'un coup, non pas, ils sont pas face à face, mais on comprend que le ministre de l'économie s'installe comme un rival parce que il est décrit comme quelqu'un de compétent, qui a réussi de grandes choses, qui a réussi à réindustrialiser la France, qui a réussi de grandes choses économiques, etc. Et donc, il est en capacité de menacer le président en place, qui finalement, de façon assez maligne, l'installe non pas comme un rival, mais comme quelqu'un qui va l'aider à mettre en scène un troisième personnage qui s'appelle Benjamin Serfati et qui est une sorte d'animateur de télévision très populaire chez les adolescents. Il y a un petit côté hanounesque dans ce personnage, évidemment. Et donc, finalement, le petit scénario que Houellebecq imagine, c'est un Hanouna qui serait instrumentalisé par Macron avec
le ministre de l'économie qui le soutiendrait pour lui donner une sorte d'armature et de colonne vertébrale économique et politique. Alors, Annick Stetta, Michael Darmon, puis Jean-François Kahn. Annick Stetta. Alors moi, je fais partie des lecteurs hermétiques au charme de Michel Houellebecq, mais il y a deux choses... Mais vous avez le droit, d'autant que le livre est très, est très clivant d'une certaine manière. Tout le monde ne partage pas votre enthousiasme, et vous le savez, Jean Birnbaum. Mais il y a deux choses qui m'intéressent. La première, c'est le personnage inspiré de Bruno Le Maire. Je trouve assez intéressant et séduisant cette espèce de mise en abîme. Faire d'un personnage qui est le décalque de Bruno Le Maire, un personnage d'un roman, alors que Bruno Le Maire est lui-même un écrivain, un romancier, etc. Et par ailleurs... Qui a fait un mémoire sur Proust, faut le savoir, Bruno Le Maire. Il a aussi écrit des livres pour Harlequin, donc c'est un genre différent. Mais ce qui également me frappe, c'est que j'ai l'impression qu'une fois de plus... Michel Houellebecq est en avance d'une certaine façon sur son époque, c'est-à-dire que, alors que nous, on est encore dans un climat assez sombre, assez cynique, comme le dit Jean Birnbaum, il enjambe cette période. Je crois qu'il ne parle pas du tout de crise sanitaire, par exemple. Et est-ce que on ne pourrait pas aussi voir dans ce changement de sensibilité apparente, ou dans le fait qu'elle devienne apparente, une évolution vers des préoccupations plus philosophiques, plus religieuses, vers un retour à une forme de sacré qui, là aussi, apparaît à bas bruit dans l'époque? C'est une question. Oui. Michael Darmon, est-ce que vous pensez du fait que le livre enjambe l'élection de 2022? Bon, je trouve que c'est une technique narrative astucieuse, malicieuse, parce que effectivement Houellebecq doit d'abord se singulariser, donc au fond il prend la technique Netflix, c'est-à-dire il fait le futur proche, dont s'inspirent aujourd'hui beaucoup de séries, pour raconter au fond un futur dans lequel on peut se projeter de manière assez présente en fait. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, il a l'air comme vous dites à l'instant, de rejoindre une tension interne de cette époque qui vient raconter la difficulté et parfois justement les oppositions entre une scénographie de la vie publique, des décisions à prendre dans la vie publique, et puis la manière dont on se comporte effectivement dans la vie personnelle. On sent bien que c'est un cynique imaginaire en fait, Houellebecq, au fur et à mesure des années, et que peut-être là maintenant il se dit c'est peut-être pas mal d'être heureux, et au fond c'est une évolution aussi très personnelle et qui peut nous arriver à tous, c'est d'aller vers une forme d'authenticité. Je mets ça en parallèle, j'ai pas encore lu ce livre-là, je vais le lire, mais je mets en parallèle avec celui que j'ai commencé, qui est celui de Karine Thuy, La Décision. Absolument. Qui raconte aussi l'univers de gens qui prennent des décisions dans un monde très dur, les juges antiterroristes, et qui ont aussi des enjeux personnels vers une forme d'authenticité. Donc, effectivement, il s'inscrit dans cette démarche assez balzacienne, je dirais, que l'on voit en ce moment s'installer. Jean-François Kahn, est-ce que vous imaginez un affrontement de ce genre en 2027 entre Emmanuel Macron et Bruno Le Maire? Non, parce que de toute façon, Macron ne pourra pas se représenter. Donc déjà, ça ne peut pas arriver. Mais j'étais très intéressé. Moi, j'ai pas lu le livre, donc je ne veux pas intervenir sur un livre que je n'ai pas lu. J'ai été très intéressé par ce qui a été dit les uns des autres, en particulier par ce que Birnbaum a écrit sur ce livre. J'ai toujours quelque chose qui pour moi était très très important dans mon existence, c'est que j'ai toujours trouvé que Gide avait dit deux bêtises, il en a sans doute dit plus, mais deux grosses bêtises. L'une, c'est Victor Hugo, le plus grand poète français, hélas. Je trouvais que c'était une pirouette absurde. Alors ça plaît comme ça, mais ça veut rien dire. Si c'est le plus grand poète, c'est le plus grand poète. Pourquoi hélas, c'est absurde. Mais surtout, dire on ne fait pas de la littérature avec de bons sentiments. J'ai toujours pensé que cette phrase nous avait fait beaucoup de mal, parce qu'elle a été reprise et c'est devenu un dogme. Alors là, ça a été répété, vous pouvez vous dire le contraire. Et je pense que ça a fait beaucoup de mal. D'ailleurs, comme Birnbaum le dit très bien, du coup, on a eu en effet ces écrivains de la collaboration, Céline formidable, tous ces gens-là. Au moins, ils n'avaient pas de bons sentiments. Ils étaient pro-allemands, ils étaient pro-nazis. Bon, très bien, c'est pas bon nom, ça fait de la bonne littérature. Non, je crois qu'on peut faire, et on a fait,
et de la littérature avec de très bons sentiments. Donc je suis très sensible à cette idée. Pour ce qui est de Bruno Le Maire, naturellement, il n'y aura pas un affrontement avec Macron pour la raison que je vous dis, mais en effet, je suis tout à fait convaincu, il y a encore quelques mois, on présentait Édouard Philippe que si Macron est réélu, on présentait Édouard Philippe comme la personne qui se met en situation d'être le successeur et le candidat de cette tendance. C'était pas évident parce qu'en plus, alors je fais une parenthèse, je pense que si Macron est réélu, il a des chances d'être réélu, je pense qu'il n'aura pas la majorité parlementaire. Donc déjà, on sera dans une situation, on aura un gouvernement de coalition, je souhaite d'ailleurs moi un gouvernement de coalition, mais on aura un gouvernement de coalition, on sera dans notre situation. Mais ce que je pense, c'est qu'en effet, l'homme fort, que si Macron est réélu, celui qui représentera le macronisme et la relève et la succession, ça sera Bruno Le Maire. Parce qu'on aura un phénomène que j'ai connu quand j'étais jeune avec Pinet. Alors Pinet, c'était tout à fait différent, c'était de la droite libérale, mais il y avait le mythe Pinet pour tous les gens de droite libéraux. Ici, pour une autre fraction de l'opinion, il est évident que même si ça se retourne, la situation, il sera plus ministre de l'économie. Enfin, c'est probable. Et donc, il reste qui sera l'homme qui restera mythiquement la personne qui, alors qu'on s'attendait à une catastrophe, pour relire les articles, comment il s'appelle celui qui a écrit La France coule, La France tombe. Nicolas Bavrez. Nicolas Bavrez. Relire les articles qu'a écrit Bavrez il y a un an et demi, c'était vraiment la catastrophe totale. On plongeait comme jamais on avait plongé. Donc là, la personne qui aura permis d'avoir un taux de croissance presque plus fort que l'Allemagne, pour l'instant, il faut dire qu'on avait reculé plus, et surtout une diminution du chômage, bon, quoi qu'il se passe après, ça sera une figure mythique. Donc en effet, je pense que la personne qui sera centrale, et surtout si Macron est réélu, dans 5 ans, en effet, c'est le ministre de l'économie actuel. Ça, je crois, c'est vrai. Alors, Jean Birnbaum, vous répondez, et ensuite, on aura un peu de temps pour vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alors, allez-y, Jean. Non, moi, j'ai pas grand-chose à répondre. Je trouve ça bien de bénéficier de la mémoire longue de Jean-François Kahn. C'est vrai que l'exemple de Pinet est quand même vraiment intéressant. Moi, en vous écoutant, je me disais, c'est vrai que c'est rigolo parce que Houellebecq, même là-dessus, dans ce livre, il y a une espèce de... Bien que le livre soit très sombre, il faut quand même voir que c'est d'abord la mort qui rôde et qui est en permanence, c'est la maladie, c'est la mort, et c'est la question de est-ce que, justement, face à la mort qui vient et à l'épreuve de cette mort qui vient, on est capable de se comporter simplement en humain, avec les gestes qui vont avec. Mais en même temps, ce qui est rigolo, c'est qu'on aurait pu l'imaginer, écrivant une France complètement justement qui tombante, effondrée et décadente. Et en fait, pas du tout. Il imagine plutôt même une France, en tout cas qui économiquement a relevé la tête et qui plutôt se porte plutôt pas mal. Donc ça rejoint ce que dit Jean-François Kahn. Et c'est intéressant parce que au fond du fond, on se dit que Houellebecq s'en fout un peu de tout ça. C'est-à-dire qu'il installe quelque chose comme un paysage politique qui est plutôt serein, plutôt apaisé, plutôt économiquement rassurant. Et puis finalement, la vraie question qui se pose, elle est non pas politique, elle est non pas économique, elle est existentielle et métaphysique. Elle est simplement donc, est-ce que nous serons tous les uns les autres capables de nous comporter de façon humaine? Alors, je vais faire un tour de table, mais on a un peu de temps. Donc, vous avez chacun 1 minute 30 pour nous dire vos coups de gueule ou vos coups de cœur. Je sais que Jean-François Kahn, je connais votre coup de gueule parce que on en a parlé. C'est le livre sur Dieu et la science. Dieu, c'est une vieille connaissance pour vous parce que je me souviens que vous aviez écrit un livre sur Dieu. Non, j'ai pas écrit de livre sur Dieu. Ah, si. Non, et le 3e évangile, c'est pas de moi non plus. Non, vous aviez écrit un livre sur Dieu. Je me revois en train de vous interviewer. Sur Dieu. Non, mais j'ai trouvé que ce livre, je l'ai lu très 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 attentivement parce que je savais que ça marcherait, et ça marche.
C'est un livre effarant parce que, non pas que ça me choque pas qu'on essaye de montrer, l'idée du livre, soi-disant, c'est de montrer que toute la science moderne, la plus contemporaine, en vérité, tend à prouver l'existence de Dieu. Alors vous me direz, oui, mais les savants modernes, la plupart étaient athées. Alors là, vous savez ce qu'il répond ? Oui. Et il dit, mais vous savez, celui-là, par exemple, sa concierge a entendu dire Dieu merci. Donc, ça prouve qu'au fond lui-même, il n'était pas athée. Et tout est comme ça. Hein. Mais après, cette affirmation que la science montre l'existence de Dieu, après, tout est vrai dans la Bible, absolument, il n'y a aucune erreur dans la Bible, c'est vraiment Dieu qui a créé l'homme, donc il y a le créationnisme, tous les miracles sont vrais, il faut croire aux miracles, il y a tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est tout simplement que c'est à un moment où vous avez une rémanence du monarchisme horatien avec Buisson et avec Zemmour, au moment où vous avez des écologistes qui vous disent plus d'électricité, plus de voitures, plus de ci, etc., où vous avez des intellectuels importants qui remettent en cause radicalement l'idée de progrès ou la philosophie des Lumières, etc., ça rentre dans cette dynamique régressive auquel on assiste actuellement. Ça arrive dans l'histoire, c'est arrivé plusieurs fois, et ça fait partie de cette dynamique régressive intellectuelle que l'on vit actuellement. Alix Teta. Oui, ce qui m'intéresse dans ce que vient de dire Jean-François Kahn, c'est la raison pour laquelle ça marche. C'est-à-dire que on fait face à un besoin de rationaliser la foi, qui est quand même assez singulier, et on n'accepte plus de distinguer les deux ordres, à la fois qui est l'ordre de la révélation et la science, qui est de l'ordre de qu'est-ce qui est contestable et qu'est-ce qui fait progresser la démarche scientifique. Et je pense que sur ces sujets, deux textes intéressants sont l'encyclique de Jean-Paul II, Fides et Ratio, et le discours prononcé par Benoît XVI en 2008, qui fait une synthèse assez éblouissante des relations entre foi et science. Alors, mais j'ai pas compris votre coup de cœur. Mon coup de cœur à moi. Alors, c'est complètement différent. C'est un roman de la Britannique Susan Sellers qui s'appelle L'Oiseau de feu, publié au Mercure de France, qui est d'ailleurs sorti en français avant de sortir en anglais, et qui raconte la vie tumultueuse de l'économiste anglais John Maynard Keynes et de son épouse Lydia Lopokova, une danseuse des ballets russes. Alors, je ne vois plus notre ami Jean Birnbaum, donc j'imagine qu'il s'est éclipsé, considérant que son coup de cœur avait déjà été fait, que c'est Michel Houellebecq. Ah, il est là, pardon. Alors, on revient à lui dans un instant. Votre coup de cœur, Michael Darmon. C'est le nouveau livre de l'historien de la société israélienne, Michael Bar-Zohar, qui vient de publier donc Les Amazones, qui raconte les exploits des femmes du Mossad, qui n'avaient jamais été racontés, de ce service secret mythique à bien des égards, mais qui aussi continue à reposer sur le renseignement très humain, et en l'occurrence donc des exploits donc liés aux espionnes que l'on ne connaissait pas jusqu'à présent et qui ont été donc dévoilés pour la première fois, et donc qui est traduit en français depuis quelques semaines et qui vient d'être publié donc en France, donc Les Amazones de Michael Bar-Zohar. Alors, je vais faire comme vous, je vais donner mon coup de cœur avant de solliciter celui de Jean Birnbaum. Je vous signale qu'on marque aujourd'hui les 7 ans de ce week-end tragique des attentats de Charlie Hebdo, de la police de Montrouge et de l'hypercachère. Et ce dimanche, une cérémonie a lieu devant l'hypercachère porte de Vincennes. Et mon coup de cœur, c'est le même que celui que vous évoquiez tout à l'heure, Michael. La décision de Karine Thuil, c'est une juge d'instruction aux prises avec le dilemme est-ce qu'il faut libérer un djihadiste qui affirme s'être amendé ou pas. C'est un roman passionnant. Je la recevrai du reste jeudi prochain dans Pont-Neuf. Jean Birnbaum, vous êtes avec nous? Une seconde, vous pouvez me dire, entendre, s'il vous plaît, pardon. Non. Oui. Non, simplement 2 secondes, puisque je ne vous ai pas dit mon coup de cœur, je vais vous dire que le prix Femina est formidable. Voilà. Le prix Femina est formidable, mais vous pouvez nous rappeler de quel livre il s'agit? Le livre sur sur le handicap, enfin voilà, mais tout le monde, je pense, connaît ce livre. Mais je voulais vous dire que je l'ai lu et que je le trouve absolument formidable. C'est tout. Jean Birnbaum, vous avez le dernier mot. Un directeur du Monde des Livres, ça a un coup de cœur quand même.
Ouais, alors je savais pas qu'il y aurait un terreau surprise, donc j'ai préparé rapidement. Est-ce que vous voyez là? Oui, on voit Vous voyez absolument. C'est un très joli petit volume chez un tout petit éditeur qui s'appelle Chêne. C'est très beau. Je sais pas si on voit le grammage, c'est très beau, c'est très épais. C'est un jeune homme qui s'appelle Victor Malzac. Il a 24 ans. C'est un recueil de poésie et c'est absolument magnifique. Je sais pas du tout qui c'est ce jeune homme, mais j'ai reçu ça et c'était tout à fait flamboyant. Il a une maturité absolument incroyable. C'est un livre sur l'adolescence. Vous voyez, c'est mon côté cucu. J'en finis plus depuis tout à l'heure avec Houellebecq, etc. Mais c'est un livre d'un tout jeune homme qui, avec une maturité vraiment incroyable, parle de l'adolescence, de l'espoir, de la répétition, de la solitude en bande, de la lourdeur des jours qui pèsent comme ça sur la peau. Et il le fait avec la jeunesse de quelqu'un qui se souvient encore très récemment d'avoir été adolescent et en même temps donc avec une maturité assez impressionnante, très Merci. présente. Merci Jean Birnbaum, merci à tous les quatre, Michael Darmon, Jean-François Kahn, Annick Stetta et Jean Birnbaum. C'était le 4 quarts politique de la semaine. Bon dimanche et bonne année à tous.